Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille de Friedland, se déroulant le 14 juin 1807. Bataille décisive des guerres napoléoniennes, livrée par les armées des empires français et russes lors de la 4e coalition. La bataille se déroule en Prusse orientale à 43 km au sud-est de Königsberg. Elle oppose 80 000 hommes de la Grande Armée, comprenant des unités polonaises, hollandaises, italiennes et allemandes, à environ 70 000 soldats russes. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Friedland? Venez avec nous. En octobre 1806, la guerre de la 4e coalition débute, lorsque la Prusse, désireuse de réaffirmer son autorité en Europe centrale, déclare la guerre au Premier Empire. L'empereur Napoléon, dont la puissante grande armée de 180 000 hommes hiverne dans le sud de l'Allemagne, ne tarde pas à réagir. Le 8 octobre, les Français pénètrent en Saxe, où ils battent la principale armée prussienne lors des batailles de Jena et d'Osterhardt, le 14 octobre. Pendant les heures qui suivent la bataille, les soldats prussiens qui battent en retraite furent impitoyablement poursuivis et fauchés par la réserve de cavalerie française sous les ordres du maréchal Murat. Le 25 octobre, les soldats français entrent dans la capitale prussienne de Berlin, forçant le roi Frédéric Guillaume III de Prusse 1797-1840 à se réfugier à Königsberg en Prusse orientale. Bien que les Prussiens aient refusé d'admettre leur défaite, ils furent mis hors de combat. Napoléon envahit ensuite la Pologne occupée par la Prusse et entre dans Varsovie le 19 décembre, où il fut salué en tant que libérateur. Les trois partages de la Pologne, 1772, 1793, 1795, avaient privé la Pologne de son statut de nation, ces terres ayant été partagées entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. Bien que Napoléon se soit gardé de faire des promesses explicites, il se réjouit de son rôle de libérateur de la Pologne et vit l'intérêt d'établir un État client français loyal en Europe de l'Est. Il établit une entité politique provisoire semi-autonome composée de 6 départements polonais et gouvernée par un conseil de 7 nobles polonais. Il jette ainsi les bases du Grand-Duché de Varsovie qui sera créé l'année suivante. Après s'être assuré le soutien des patriotes polonais, Napoléon ordonne à ses hommes de traverser la Vistule pour affronter les armées de son prochain ennemi, la Russie. L'Empire russe était en guerre contre la France depuis 1805. Malgré une défaite écrasante à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805, le tsar Alexandre Ier, 1801-1825, avait choisi de continuer à se battre. Alors que l'armée russe n'avait pas été en mesure de soutenir la Prusse avant sa rapide défaite, elle se préparait maintenant à sauver la guerre en empêchant les Français de prendre Königsberg ou d'avancer sur le territoire russe. Le 23 décembre, les soldats français se heurtent aux Russes lors de la bataille de Krasnoho, qui fut suivie par les batailles plus importantes de Peltux et de Goldwyn, toutes deux livrées le 26 décembre. Malgré leur coût élevé en vie humaine, aucun de ces engagements ne s'avère décisif. Avec l'arrivée d'un hiver polonais glacial, les armées françaises et russes se retirent dans leur quartier d'hiver. Alors que Napoléon passait l'hiver dans la ville de Varsovie, il entamait une célèbre liaison avec la jeune et belle comtesse Marie Warlenska. Au début du mois de janvier 1807, les réserves du 6e corps d'armée français, commandé par le maréchal Michel Ney, s'amenuisaient dangereusement. Mais qu'il ait reçu l'ordre strict de rester sur place jusqu'au printemps, Ney décide de sortir de son corps de ses quartiers d'hiver et d'attaquer le nord dans l'espoir de s'emparer du dépôt de ravitaillement situé près de Königsberg. Ney tombe sur l'armée russe le 17 janvier. Les Russes avaient quitté leur quartier d'hiver pour lancer une attaque surprise contre les Français et se déplacer vers l'ouest à travers la forêt de Johannisberg, utilisant les bois denses pour dissimuler leurs mouvements aux yeux des éclaireurs français. Ney en informe rapidement Napoléon, qui ordonne à la grande armée de marcher immédiatement vers le nord. L'empereur y voit l'occasion de piéger l'armée russe en se déplaçant plus à l'ouest. Les Russes exposeraient inévitablement leur flanc à une attaque française. Cependant, le commandant en chef de l'armée russe, le comte Levin August von Benningsen, d'origine allemande, apprend rapidement la contre-attaque prévue par Napoléon et fait reculer son armée au-delà de la rivière Halle. Les Français les poursuivent et les deux armées s'affrontent le 7 février 1807. La bataille d'Eylau commence probablement par un accident. Des soldats français qui étaient entrés dans la ville pour s'abriter et se ravitailler, rencontrant une patrouille russe et une petite escarmouche se transforment en une véritable bataille. Alors que les deux camps envoient de plus en plus de soldats dans la mêlée, des milliers d'hommes furent tués ou blessés dans une lutte sanglante près du cimetière d'Eylau.
Mais à la tombée de la nuit, Eylau est aux mains des Français. Les Russes s'étant repliés sur les hauteurs à l'est de la ville. Une violente tempête de neige commence à minuit et se poursuit toute la matinée, alors que le deuxième jour de combat s'ouvre sur un duel d'artillerie entre les deux armées. Dans l'espoir d'immobiliser les Russes jusqu'à l'arrivée de renforts supplémentaires, Napoléon envoie les corps des maréchaux Jean de Dieu, Soult et Jean-Pierre Augureau à l'assaut des lignes russes. Les deux corps furent sévèrement malmenés et repoussés. Les Russes poursuivent les Français dans la ville et Napoléon fut presque capturé dans les combats de rue à rue. La journée fut sauvée par le maréchal Murat qui mène une impressionnante charge de cavalerie de 11 000 hommes qui perce le centre russe. Les combats se poursuivent tout au long de la journée, mais à l'arrivée du Cordonnais, composé de 14 500 hommes, convainc finalement Bettingen de se retirer. Bien que le champ de bataille ait été aux mains de Napoléon, la bataille était une impasse sanglante. Aucun des deux camps n'avait pris l'avantage et chaque armée avait perdu environ 25 000 hommes. La réaction de Ney, le lendemain matin, résume parfaitement ce résultat. Quel massacre et sans résultat! C'est à Eylau que la grande armée connut pour la première fois autre chose qu'une victoire totale, et les troupes françaises étaient sévèrement abattues. Au lieu des cris de triomphe familiers de Vive l'empereur, Napoléon fut accueilli par des soldats frustrés qui réclamaient du pain et de la paix. L'empereur fait de son mieux pour leur remonter le moral en réquisitionnant du seigle, du blé, du pain, de la viande, des chevaux et surtout des chaussures auprès de ses alliés polonais et allemands les plus proches. Mais les soldats souffraient toujours et Napoléon savait qu'il devait leur offrir une victoire dès la reprise de la saison des combats. Il fait appel à ses alliés pour obtenir des renforts levant de nouvelles levées. 10 000 Bavarois, 15 000 Espagnols, 6 000 Polonais. Napoléon appelle également les conscrits français de la classe 1808 avec un an d'avance. Le 24 mai 1807, après des mois de stagnation, Napoléon reçut une bonne nouvelle. La ville prussienne de Danzig était tombée aux mains des troupes françaises du maréchal François-Joseph Lefebvre. Heureux de faire connaître une victoire dont il avait un grand besoin, Napoléon ordonne que l'on chante des Te Deum à Paris et décerne à Lefebvre le titre de duc de Danzig. L'empereur était désormais prêt à reprendre la campagne, disposant d'environ 123 000 fantassins, 30 000 cavaliers et 5 000 artilleurs. Napoléon fixe au 10 juin la date du début de l'offensive. Mais comme en janvier, les Russes le devancent, Beningsgen attaque le 5 juin le corps de Ney à la bataille de Gunstad des Pennes. À l'aide de 3 autres corps français, Ney parvient à repousser l'assaut russe, bien que le maréchal Jean Bernadotte ait été blessé à la tête par une balle de mousquet. Napoléon ne connaissait toujours pas les effectifs et les intentions de Beningsgen. La seule chose dont il était certain, c'était que les Russes utilisaient Königsberg comme base. Dans l'espoir de couper Beningsgen de Königsberg, Napoléon permet à un messager d'être capturé par les Russes. Il porte de fausses dépêches affirmant que 40 000 soldats français se préparaient à attaquer les arrières russes. Trompés par la ruse, les Russes se replient sur leur campement bien fortifié d'Ellsberg le long de la Halle. Napoléon se lance à leur poursuite. Dans sa hâte, il crut que seule l'arrière-garde russe se trouvait à Ellsberg et que le gros de l'armée de Beningsgen se repliait vers Königsberg. Le matin du 10 juin, Napoléon ordonne une attaque et apprit qu'il ne faisait pas seulement face à l'arrière-garde ennemie, mais à toute l'armée de Beningsgen, soit 50 000 hommes. Les hauteurs de chaque côté de la Halle étaient fortement fortifiées et occupées par les 9 divisions de Beningsgen. Le maréchal Murat ouvre la bataille de l'Ellsberg en menant sa réserve de cavaliers vers les positions russes. Bien qu'il ait été repoussé les postes avancés russes, sa charge s'enlise sous les bombardements de l'artillerie russe. Le corps du maréchal Soult monte à l'assaut, mais il fut lui aussi soumis au feu nourri des canons russes, sous les ordres du grand-duc Constantin, frère du tsar. Napoléon arrive en personne sur le terrain à 15 heures, furieux contre ses subordonnés qui avaient bâclé l'attaque et perdu 3 étendards de l'aigle impérial. À 10 heures du soir, le 5e corps du maréchal Jean Lannes tente un assaut nocturne et paya chèrement son imprudence par la perte de 2200 hommes. La bataille s'achève 1 heure plus tard, les Français ayant perdu 10 000 hommes sans prendre aucun avantage. Les Russes subirent environ 8 000 pertes. Bien que la bataille d'Ellsberg ait été une victoire tactique pour les Russes,
Ils n'auraient guère le temps de se réjouir de leur succès. Pressés par les corps français de Louis-Nicolas Davo et d'Édouard Mortier qui s'approchaient, Benningsgen fut contraint de se retirer avant d'être encerclé. Et le 12 juin, les Français occupent les hauteurs d'Ellsberg tachées de sang. Ne voulant pas laisser les Russes s'échapper, Napoléon envoie 60 000 hommes s'emparer de Königsberg, tandis qu'il ramenait les 80 000 autres à Eylau. Le 13 juin, les éclaireurs de Lannes rapportent avoir vu un grand nombre de troupes russes traverser l'Alle à la ville de Friedland. Exemple parfait de l'efficacité du système des corps d'armée. Le maréchal Lannes engage le combat avec les Russes, dans l'intention de les maintenir en place jusqu'à l'arrivée de l'armée principale. Pendant 9 heures, les hommes de Lannes luttent contre les Russes, tandis que Benningsgen déversait davantage d'hommes sur l'Alle pour les déloger. À 6 heures du soir, 3000 cavaliers russes finirent par repousser Lannes loin du village. Bien que la majeure partie de l'armée de Benningsgen se soit désormais trouvée du mauvais côté de la rivière, il restait persuadé qu'il pourrait écraser Lannes le lendemain matin et retraverser l'Alle avant que Napoléon arrive d'Eylau, à 25 km de là. Mais en sous-estimant la vitesse de Napoléon, il commet une grave erreur. Le champ de bataille de Friedland enveloppe la ville au sud et à l'est, tandis qu'un lac la borde au nord. L'Alle est profond et coule rapidement, ses berges mesurant plus de 30 pieds de haut. Devant la ville s'étendait une vaste plaine fertile de près de 3 km de large, couverte de blé et de seigle jusqu'à la taille, bordée d'une forêt dense. Le lac, dont les rivières sont également abruptes, divise la plaine. À 3h30 du matin, le 14 juin 1807, Benningsgen avait construit 4 ponts enjambant l'Alle et faisant passer des hommes à toute vitesse. Mais le maréchal Lannes reprit bientôt son attaque pour coincer autant de Russes qu'il le pouvait. Au même moment, les premiers éléments de l'armée principale de Napoléon commencent à arriver sur les lieux. Les grenadiers du général Nicolas Oudinot arrivent pour s'emparer du village périphérique de Postenen, suivi de près par les dragons français sous les ordres du général Emmanuel Grouchy. Les batteries russes accueillent ces nouveaux arrivants à grand renfort de canonnade, mais les hommes d'Oudinot se réfugient dans les bois, où ils entament des combats avec les troupes russes. Alors que l'aube se lève, l'objectif de Lannes était toujours de maintenir le plus grand nombre possible de troupes russes sur la rive gauche de la rivière. À 7 heures du matin, Lannes envoie Grouchy sécuriser l'arrière des Français en s'emparant de la ville d'Heinrichdorf, ce que Grouchy réussit à faire après avoir repoussé les défenseurs russes. Le reste de la matinée ne fut que marqué par des combats sporadiques, Lannes plaçant une épaisse ligne de tirailleurs parmi les hautes cultures, faisant marcher le reste de ses troupes hors des bois pour exagérer la taille de son corps. Il ne dispose encore que de 9000 fantassins et 8000 cavaliers, contre 6 divisions russes, qui étaient occupées à se déployer autour de la rivière. La force de Benningsgen comptait environ 50 à 60 000 hommes. À 9h30 du matin, alors que les troupes de Benningsgen finissent de se déployer et se préparer à attaquer, le 8e corps du maréchal français Mortier arrive portant les effectifs de Lannes à 35 000 hommes. En moins d'une demi-heure, 40 000 Français étaient sur le terrain. Benningsgen prend alors conscience de la gravité de la situation. Napoléon ne tardera pas à arriver. Son nouveau plan consistait à tenir les Français à distance jusqu'à la tombée de la nuit, après quoi il espérait pouvoir retraverser la rivière. Peu avant midi, Napoléon et son état-major arrivent sur le champ de bataille. Les Français comptent désormais 80 000 hommes. L'état-major de l'empereur était divisé sur la question de savoir s'il fallait reprendre l'attaque ou attendre le lendemain. Napoléon repère une erreur dans le déploiement de Benningsgen. Le flanc gauche russe serait vulnérable s'il était poussé contre la rivière. De plus, l'armée russe était pratiquement coupée en deux par le lac, ce qui signifiait qu'il était peu probable qu'une aile puisse soutenir l'autre. L'empereur refuse de reporter son attaque, faisant remarquer « L'ennemi ne fera jamais 2 fois la même erreur ». Le 14 juin, Napoléon, qui était superstitieux, faisant les 100 pas, frappant les hautes herbes avec sa cravache et marmonnant « Jour de Marengo, jour de la victoire ». À 5 heures de l'après-midi, la bataille reprend. L'empereur ordonne une attaque concentrée sur la gauche russe vulnérable. Le maréchal Ney dut traverser le bois pour attaquer le flanc russe et reçut l'ordre de détruire 2 des ponts.
Le maréchal Lannes doit continuer à tenir le centre tandis que Mortier se déploie près de Heinrichdorf, menaçant le flanc droit de l'ennemi. 20 salves de l'artillerie française signalent le début de l'attaque de Ney. À la tête de 10 000 hommes, le maréchal Ney déferle sur Storklack, qu'il remporte en moins d'une heure. La vue des troupes françaises émerge des bois alarme les Russes. Comme le décrit un observateur à la vue des milliers de baïonnettes françaises, l'horizon semblait être délimité par une profonde ceinture d'acier étincelante. Les hommes de Ney s'attaquent à la gauche russe, poussant des dizaines de Russes dans la rivière. Espérant sauver sa gauche, Benningsgen lance une contre-attaque de cavalerie. Mais avant que le corps de Ney ne se brise, il fut renforcé par le premier corps français dirigé par le général Claude-Victor Perrin. La contre-attaque de Victor oblige la cavalerie russe à reculer vers l'infanterie qui se trouvait en position désordonnée. Remarquant que les Russes sont serrés les uns aux autres, Victor ordonne l'avancée de ses canons. Mené par le général d'artillerie, c'est Narmont. Les canons français avancent et commencent à tirer à 1450 mètres, puis avancent jusqu'à 550 mètres, où ils se dégarnissent et tirent, avant de se remettre en place et d'avancer jusqu'à 275 mètres. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les canons français ne soient qu'à 55 mètres des troupes russes regroupées. La cavalerie russe charge l'artillerie, mais fut fauchée par la mitraille. En 25 minutes, 4000 cavaliers russes périssent. Couvert par l'artillerie, Ney parvient à rallier son corps et à percer le flanc gauche des Russes, fonçant sur Friedland. Des violents combats au corps à corps s'engagent dans les rues de Friedland, qui ne tardent pas à prendre feu. Lannes et Mortier, entre-temps, avaient repoussé une attaque désespérée du centre russe, repoussant les Russes contre la rivière. À ce stade, 3 des 4 ponts avaient été détruits et de nombreux Russes se noient en tentant de s'enfuir. Cependant, certains Russes découvrent un petit gué, ce qui permet à un nombre suffisant d'entre eux de traverser la rivière pour établir une batterie sur la rive droite. Cette batterie fournit un feu de couverture permettant à Benningsgen d'évacuer autant d'hommes qu'il le peut à travers le gué. À 11h du soir, la bataille était terminée. Les soldats français épuisés ne les poursuivent pas, préférant piller Friedland pour trouver de la nourriture. La bataille de Friedland fut la victoire décisive que n'avait pas été Eylau. Si les Français perdent environ 8000 hommes, les Russes subirent entre 18 et 20 000 pertes, soit 30% de l'armée de Benningsgen. 4 jours plus tard, le tsar Alexandre Ier demande une armistice que Napoléon accorde volontiers. Les traités de Tislit, signés un mois plus tard, mirent fin à la guerre de la 4e coalition et établirent une inconfortable alliance franco-russe. Malgré la méfiance mutuelle entre les deux empires, la France et la Russie resteront en paix pendant 5 ans, jusqu'à ce que la détérioration des relations ne conduise à l'invasion de la Russie par Napoléon en 1812. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 6 janvier 1807, c'est la guerre russo-ottomane, avec la prise de Bucarest par les troupes russes. Le 28 juillet, Napoléon somme le Portugal, du régent Juan de Bragance, d'appliquer le blocus continental. Le 22 octobre, la France déclare la guerre au Portugal. Le 27 octobre, le traité de Fontainebleau, c'est un projet de partage du Portugal entre la France et l'Espagne de Carlos IV. Le 28 octobre 1807, c'est l'arrestation du prince héritier Fernando de Bourbon. À la cour d'Espagne, des intrigues dirigées par le prince héritier se nouent contre Manuel Godoy, accusé d'avoir livré le pays. Fernando de Bourbon est arrêté pour rébellion sur ordre du roi. Napoléon intervient pour que le roi pardonne à son fils, mais l'impopularité de Godoy grandit. Le 31 octobre, le Danemark du régent Frédéric, futur Frédéric VI, contracte une alliance avec la France à Fontainebleau. Il rejoint le blocus continental. Les relations sont coupées avec la Norvège, qui se dotera d'une constitution et d'un roi. Le 1er novembre, la Russie déclare la guerre au Royaume-Uni. Le 20 novembre 1807, c'est la première invasion napoléonienne du Portugal. L'Espagne accorde le passage aux troupes françaises de Junot. Des garnisons françaises s'établissent en Espagne pour assurer la sécurité des communications entre la France et le Portugal. Le 26 novembre, le Conseil d'État du Portugal annonce le transfert de la famille royale et de la cour au Brésil. Un conseil de régence est désigné.
Le 27 novembre, le prince régent s'embarque de Lisbonne vers le Brésil avec la famille royale et la cour. Il y transfère le siège du royaume de Portugal. Le 28 novembre 1807, la souveraine de Toscane, Marie-Louise de Bourbon, est invitée à quitter Florence. Les Français occupent Livourne, soupçonnés de se livrer à la contrebande avec le Royaume-Uni. Comme on l'a vu, lors de la campagne de la 4e coalition, cette victoire de Napoléon efface le revers essuyé en février 1807 à Eylau. Elle permet la conclusion de la paix signée entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier le 8 juillet. Grande victoire française, cette bataille pousse les Russes à demander la paix, aboutissant au traité de Tislit et à la fin de la guerre de la 4e coalition 1806-1807. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.